Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo On va commencer par un sujet qui, depuis quelques années, on le sent bien, émerge de plus en plus et s'expose pas seulement à vos yeux, mais aussi au fait de construire et, je dirais, de forger, construire cet impératif d'accepter en tout et pour tout la diversité. En effet, à outil de comparaison, si en France aujourd'hui vous commencez à voir systématiquement une présence de la diversité dans les médias, dans les fictions, dans les séries télévisées et même au cinéma, force est de constater que si vous êtes adepte des séries américaines ou des films américains, vous avez pu constater, plus particulièrement sur les streamings, qu'un certain nombre de séries et de films mettent en avant de plus en plus la diversité. Eh bien, je peux vous garantir qu'aux États-Unis, lorsque vous avez ces fameux espaces publicitaires, eh bien, ces espaces publicitaires, en règle générale, toutes les publicités mettent systématiquement de la diversité. Alors, la diversité, c'est pas uniquement que les gens de couleur, c'est aussi des représentations des minorités. C'est aussi des représentations morphologiques. C'est-à-dire que dans la publicité américaine, eh bien, on voit souvent des personnes obèses, ou plus ou moins avec de la surcharge pondérale. Vous avez sans doute vu cette publicité de Calvin Klein, je crois, avec cette personnalité aux États-Unis que nous avons, qui est, ou qui se prétend, ou qui s'autoproclame comme étant une sorte de cisgenre, mais de cisgenre obèse. Donc, évidemment, on peut être tout à fait d'accord avec ce principe, comme on peut à un moment donné se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'excès ? En effet, si aux États-Unis, il est acquis maintenant dans les milieux progressistes qu'il faut casser les codes, aider plus ou moins avec la culture woke, force est de constater que malheureusement, un certain nombre de marques, un certain nombre de labels, de franchises, se rendent compte que vouloir jouer la carte progressiste, vouloir jouer la carte de la diversité, de l'exposition de cette diversité, eh bien à un moment donné, on risque de se couper de son confort d'achalandise, c'est-à-dire cette clientèle qu'on a toujours eu l'habitude, par coutume et par tradition d'avoir, mais qui, en une certaine proportion, commence à s'éloigner de la marque. En effet, aux États-Unis, c'est ce qui se produit. Beaucoup de labels, beaucoup d'enseignes reposent sur une clientèle plutôt conservatrice, quand je dis conservatrice, plutôt modérée, qui n'a rien contre la diversité, qui au contraire est antiraciste, mais jusqu'à une certaine capacité, jusqu'à un certain point. Parce que le problème aujourd'hui du militantisme pour la diversité, c'est qu'au bout d'un moment, elle en nous met quand même un détail et non des moindres. Si aux États-Unis, on lutte contre le racisme, c'est surtout pour lutter pour les droits civiques, pour l'égalité, la reconnaissance des populations afro-américaines. Mais en réalité, le fait de l'exposer, le fait de toujours systématiquement la mettre désormais dans de la télévision, dans des spots publicitaires ou dans des émissions, à un moment donné, on se pose la question, on se dit, mais cette exposition, cette hyper-médiatisation de la diversité des gens issus de la communauté afro-américaine, à un moment donné, n'est pas représentative de la société américaine. Je rappelle, 76% de la population américaine est blanche. Et les Afro-Américains, je crois me souvenir, ne représentent qu'à peine 8% de la population, 8 ou 12%, je ne sais plus exactement. Si j'arrive à retrouver le chiffre, je vous le mets ici. Donc, vous voyez, le chiffre, c'est une population intégrée et néanmoins importante dans la société américaine et dans la culture américaine d'une façon générale, parce que cette population et la population blanche ont une histoire liée l'un à l'autre, avec évidemment ses spécificités concernant les conditions sociales, les libertés, les égalités, la ségrégation, l'esclavage. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la société américaine sans la présence des Afro-Américains. Et malheureusement, je dirais,
peut-être au détriment des natifs eux-mêmes. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en effet, si aujourd'hui, certaines communautés essayent de plus ou moins faire mea culpa vis-à-vis de la communauté des natifs américains, ce qu'on appelle les Amérindiens, vulgairement, force est de constater que les Amérindiens, alors qu'on devrait quand même peut-être plus les exposer, de leur donner ce même droit d'accéder à la diversité, eh bien, force est de constater que les Amérindiens n'ont pas ce même droit. Je dirais qu'ils sont très souvent absents. Si en effet aujourd'hui, on expose énormément la communauté ou la représentation de la communauté afro-américaine, si aujourd'hui on utilise, si on expose, on montre la communauté gay, la communauté LGBT, voire même des cisgenres, on montre plus aujourd'hui également une représentation de la société américaine au niveau des Indiens, donc des hindous, mais aussi des Asiatiques. Force est de constater que les Amérindiens n'ont pas la même proportion de représentation dans la société américaine, donc tout le moins dans le divertissement et le média américain. Alors oui, qu'est-ce qui a fait le succès de ce film que vous voyez ici récemment, Prey, qui est une spin-off de la franchise Predator? Eh bien, c'est parce que là, les personnages principaux, les antagonistes de cette histoire, sont des Amérindiens. Ce sont eux qui sont bien dans le principe même de l'histoire, histoire sur la chasse, sur la prédation, sur la survie, etc. Et c'est ce qui a plu à beaucoup d'Américains, que enfin, on ait un film qui repose essentiellement sur une communauté, une culture, ce qui malheureusement est très très rare. Vous allez avoir très prochainement la sortie de la plus grande série, considérée comme la série la plus chère au monde, d'Amazon Prime, qui est le spin-off issu de l'univers du Seigneur des Anneaux, qui est le pouvoir des anneaux, je crois, quelque chose comme ça. Sauf que, évidemment, les films annonces, les bandes annonces qui ont été présentées, eh bien, on voit de la diversité. Or, il se trouve que dans le roman de Tolkien, et même quand on voit l'adaptation des films de Jackson, c'est des histoires où ce sont essentiellement des blancs. Même si, à son époque, Tolkien jouait la carte de la diversité par les différentes races, par les différentes ethnies qui existent dans son univers. Sauf qu'évidemment, certains lui reprochent de ne pas avoir mis des personnes de couleur. Alors que ce n'est pas le fond de l'histoire. L'histoire, c'est une multitude de races, une multitude d'ethnies, une multitude de communautés, mais qui sont, je dirais, l'extrapolation de ce monde que Tolkien a très bien compris, de cette diversité que nous avons même au sein même de notre société, au sein même de notre planète. Sauf que, apparemment, ce n'est pas suffisant pour aujourd'hui ceux qui font de l'influence, ceux qui veulent absolument intégrer, montrer la diversité. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que l'histoire, elle justifie, elle explique la raison de cette diversité. Et c'est justement ce dont on attend au tournant les scénarios, les histoires de cette série. Et puis, le cinéma, outil par excellence, on l'a vu. On a surtout vu que la plupart des œuvres qui ont été rebootées, c'est-à-dire refaites, mais en intégrant plus de la diversité, eh bien souvent ont été des échecs. Dois-je rappeler l'échec cuisant de ce remake de Ghostbusters avec uniquement des femmes? Une féminisation d'un classique du cinéma américain. Mais aussi, on a aujourd'hui un cinéma qui existait déjà avant, qu'on appelait la Blaxploitation, pour la diversité, pour la communauté afro-américaine. C'est-à-dire que c'était un marché, c'était un business, mais qui était uniquement communautaire, c'est-à-dire que c'était la musique, mais surtout le cinéma. Le cinéma, la Blaxploitation, c'était du cinéma fait par des blacks pour des blacks. Voire même parfois, c'était des cinémas faits par des blancs qui se sont dit qu'il y avait quand même un marché à exploiter pour faire du cinéma uniquement pour les
clientèle, pour les spectateurs afro-américains. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus réduit là. Aujourd'hui, il faut absolument intégrer la diversité, même dans des histoires qui sont des remakes. Ce qui fait que malheureusement, dans certains cas, eh bien, nous avons l'exemple de la nouvelle série HBO, le titre m'échappe, mais qui est le spin-off de Game of Thrones, et dont un des personnages est joué et est interprété par un Afro-Américain. À la limite, ça ne dérange pas dans le sens où l'acteur est très bon dans ce rôle. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est que dans cette communauté, dans cette histoire, dans cet univers, le personnage dont cet Afro-Américain joue le rôle, logiquement, est censé être blanc. Ce sont des blancs avec des cheveux blancs, etc. Alors oui, il a les dreadlocks blanches. Mais à la rigueur, ça ne dérange pas, ça s'intègre bien dans l'histoire. Donc, il n'y a pas de feu à mettre sur le fait que tout d'un coup, Game of Thrones, qui était essentiellement une série avec que des blancs, voire quasiment beaucoup de blancs, tout d'un coup intègre parmi ses personnages principaux un Afro-Américain. En revanche, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres œuvres. Dans d'autres œuvres, malheureusement, même si on essaye de vendre ça pour un large public, eh bien l'œuvre reste concernée au public qui s'y identifie, s'y retrouve. Et force est de constater que un certain nombre de réseaux streaming, tels que Netflix par exemple, a beaucoup mis en avant ces types de séries. Ces séries où on n'est pas dupe sur le fait que les personnages sont choisis souvent plus pour leur appartenance à une communauté plutôt que parce que c'est des acteurs qui savent jouer leur rôle, ce qui crée évidemment une certaine ambiguïté. Car comme je l'ai dit, à partir du moment où l'acteur est bon, à partir du moment où il est charismatique, à partir du moment où il a su saisir son personnage, à partir du moment où il sait faire une proposition au-delà de ce qu'il est lui-même dans la vie, ça passe. Dois-je donner l'exemple de cette série de Sandman, qui est une excellente série, où là en effet, il y a de la diversité à tous les niveaux, mais ça s'intègre parfaitement bien à l'histoire. On pourrait énumérer un certain nombre comme ça d'œuvres qui imposent la diversité. Sauf que le problème, c'est qu'il arrive un moment où ceux qui produisent ces produits, ceux qui distribuent ces produits, espèrent aujourd'hui pouvoir toucher le plus grand nombre. Or malheureusement, ils se rendent compte, et ça Netflix aujourd'hui est en train d'en payer le prix, c'est que si en effet il y a une sorte d'encensement, une sorte de gloire, une sorte de critique positive à l'encontre de certaines œuvres, à l'encontre de certains acteurs, dans des œuvres qui intègrent la diversité, malheureusement ces produits, ces œuvres, ne font pas l'unanimité au niveau de l'audience. Dois-je revenir sur le fait que le cinéma, c'est le public qui, au final, a le dernier mot. C'est le nombre d'entrées en France. La France d'ailleurs qui fait exception en parlant qu'en entrée et jamais en recette. Parce que partout ailleurs, en règle générale, on parle en recette. Force est de constater que nous avons récemment un film qui est sorti qui s'appelle Nope, qui est, je crois, le troisième long métrage, si ma mémoire est bonne, de Jordan Peele. Jordan Peele est un réalisateur afro-américain et qui a trouvé évidemment son créneau en faisant des films essentiellement avec des acteurs principaux noirs. Alors si le premier film qu'il avait fait a eu un bon petit succès, je dirais à la limite qu'on pourrait assimiler son succès à celui qu'avait eu Shyamalan avec son Sixième Sens à l'époque. Le deuxième film a eu un succès plutôt émérite, mais sans plus. Sauf que le problème, c'est que Nope
a été évidemment présenté comme étant, oui, le troisième film de Jordan Peele, le réalisateur des autres œuvres précédentes, dont les titres m'échappent, c'est vraiment catastrophique de perdre la mémoire comme ça. Eh bien malheureusement, le film n'a pas très bien marché. Enfin, si aujourd'hui, on peut dire qu'il a marché. Et le problème, c'est que il a marché parce qu'on l'a gardé longtemps à l'affiche. En revanche, un autre film qui est sorti cet été, et qui lui est toujours à l'affiche, et qui fait toujours autant d'entrées, c'est évidemment le Top Gun de Tom Cruise. Et étrangement, quand on regarde le film, il y a un petit peu de diversité, mais il n'y en a pas tant que ça. Tout du moins, le film ne sert pas de support à promouvoir la diversité, contrairement à d'autres films. D'autres films qui ne peuvent pas s'empêcher de saupoudrer de la diversité, de saupoudrer de la représentation. Alors si en France, en effet, ça commence à s'installer, ça commence à se mettre en place, je peux vous garantir qu'aux États-Unis, il y a, je rappelle, le quota. Il y a très longtemps de cela, pour les médias, on a installé un quota. C'est-à-dire qu'on a obligé les médias à intégrer de la diversité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, dans les chaînes de télévision américaines, que ce soit les chaînes d'information, les chaînes de divertissement, etc., eh bien, en effet, vous avez une diversité. Une diversité d'hommes, de femmes, d'hétéros, de gays, un peu de transgenres, mais ça c'est plutôt des shows qui sont vraiment spécifiques, comme l'un des plus célèbres qui est le fameux RuPaul Show, qui est assez divertissant, mais voilà, c'est un show qui est assumé. C'est-à-dire que si on regarde ce show-là, on sait ce qu'on va regarder. Mais aussi de la diversité communautaire. Vous avez beaucoup, par exemple, de présentatrices ou de présentateurs d'origine asiatique, mais aussi indienne. Regardez dans les séries télé. Vous connaissez sans doute Big Bang Theory, vous connaissez sans doute The 70s, et bien d'autres séries. Eh bien, je vous invite à observer les personnages principaux. Vous allez remarquer qu'obligatoirement, il y a toujours un Indien, ou tout du moins un Américain d'origine hindoue. C'est la diversité. C'est la diversité à l'américaine. Mais attention, cette diversité à l'américaine, elle passe plus ou moins bien. Pourquoi ? Parce que la société américaine est un melting pot. C'est un melting pot d'origines différentes, de cultures différentes. La seule différence dans l'Europe, c'est que les étrangers qui viennent aux États-Unis, eh bien, ils y viennent pour y vivre, pour y aspirer à être des citoyens américains au même titre que n'importe qui. C'est pour cette raison que le cocktail fonctionne plus ou moins bien, dans ce sens où dans cette société américaine, il y a une diversité que j'appellerais une diversité naturelle. Et que par conséquent, hormis le cas spécifique des Amérindiens et des Afro-Américains, du fait d'un passif historique non négligeable, pour tous les autres, eh bien l'intégration ne pose pas de problème. On n'a absolument aucun problème sur le fait d'avoir une présentatrice d'origine asiatique et qui se dit américaine, mais qui n'a que des origines asiatiques parce que physiquement et physiologiquement, évidemment, elle ne peut pas renier le fait qu'elle a des origines asiatiques, tout comme les Amérindiens, tout comme certaines populations issues des milieux du Maghreb ou des milieux arabes. Mais à partir du moment où tout le monde accepte les règles du jeu de la société américaine, ça ne pose absolument aucun problème. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Il en existe, mais ils sont infimes. Même si on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a dans la société américaine quelques animosités à l'encontre, en revanche, de ceux qui amènent des cultures ou des modes culturels ou des modes traditionnels qui vont à l'encontre des valeurs et de la société américaine.
Mais encore, là où ça pose un petit peu problème et conflit, c'est qu'évidemment, aux États-Unis, la religion est très importante. Elle est omniprésente dans la société. Tout dépend des endroits, évidemment. Il est évident que si vous allez dans un État du Sud, si vous allez dans le Middle West ou si vous allez sur la côte Ouest, vous allez vous rendre compte que la présence de la religion est variable. La religion existe en Californie, mais elle est moins présente, elle est moins oppressante, contrairement au Middle West et aux États du Sud. Donc, la société américaine est unique et particulière, avec ses codes et ses principes, et son acceptation à jouer la carte de la diversité. Ce qui n'est pas le cas en Europe. L'Europe, c'est le vieux continent. L'Europe est bordée par la Méditerranée, berceau de la civilisation. Et on ne peut pas balayer un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs. On ne peut pas considérer que la personne de couleur, la personne d'origine musulmane, la personne d'origine asiatique, peut se prévaloir ou se prétendre être descendant de la culture française, italienne ou espagnole. S'ils sont parfaitement intégrés à la société, s'ils en respectent les valeurs, les traditions, les principes, et plus particulièrement en France, qui est un pays laïque, où là, en effet, la religion ne devrait pas être ce qu'elle est pour certaines d'entre elles aujourd'hui, dans son influence, dans sa volonté de provocation, d'imposer certaines règles, certaines normes, certains principes, ce dont d'ailleurs la République va de toute façon le jour ou l'autre le payer très cher, eh bien, la France intègre sans aucun problème celui qui veut vivre à la française. Et finalement, j'ai envie de dire, tout comme aux États-Unis, nous ne sommes absolument plus choqués d'avoir des personnes avec un physique asiatique, avec une couleur de peau particulière, eh bien devenir, parce qu'il est français, de 2, 3 ou 4 générations, devenir quelqu'un qui aspire à des autorités, qui aspire à des fonctions, qui aspire à être élu. Ça ne pose aucun problème, en majorité. Parce que c'est des gens qui ont su démontrer qu'ils étaient avant tout français, qu'ils ne renient pas leurs origines, mais ils vivent avec la culture française, avec un esprit français, et donc par conséquent, ça ne pose aucun problème. En revanche, c'est quand, par contre, le politicien commence à jouer de certaines ambiguïtés, surtout lorsqu'ils sont des binationaux. Là, ça peut poser problème. Problème d'intégrité. D'intégrité par rapport au choix, par rapport à la détermination de devoir œuvrer dans l'intérêt d'un pays dont on est citoyen, plutôt que l'autre. Mais ça, c'est toujours difficile, c'est toujours particulier. Mais donc, pour revenir à la diversité, je pense que la diversité en France, elle a ce malheur de vouloir absolument être façonnée à la diversité américaine. Sauf que, comme je vous viens de l'expliquer, ce sont deux sociétés qui fonctionnent de façon différente. Parce que, et je pense d'autres pays européens aussi sont à peu près dans le même état d'esprit, c'est que, d'une manière générale, nous avons beaucoup de tolérance. D'une manière générale, nous avons une capacité d'assimilation qui a fait sa démonstration au fil des siècles. En revanche, c'est quand on commence à adopter des politiques pour imposer. Imposer dans le sens où, si vous avez le malheur d'être critique parce qu'une personne issue de la diversité semble ne pas faire de la diversité ou de la représentation de diversité modérée, mais plutôt radicale, et bien tout d'un coup, vous devenez raciste. Donc ça devient un problème en France. Un problème qui, évidemment, on cherche à occulter le fait que comparer le système de la société américaine avec celui de la France, eh bien c'est une erreur de sémantique, c'est une erreur absolue, parce que forcément en France, ça risque de mal finir. Pourquoi ça risque de mal finir ? Tout simplement parce que l'origine culturelle est différente.
Si les États-Unis sont considérés par certains comme étant un pays avec une culture américaine, ça n'en est pas moins un pays qui a ses racines dans certaines cultures majoritairement anglo-saxonnes. Puisque les États-Unis, déjà, c'est majoritairement quand même des populations qui sont issues de certaines contrées européennes d'origine anglo-saxonne, que ce soit l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Hollande, l'Allemagne. Et de ce fait, ils ont amené avec eux des origines, des racines culturelles particulières qui se sont développées au sein même de la société américaine et qui aujourd'hui, même encore, on retrouve ces aspects, on retrouve ces racines. Et qui fait qu'à un moment donné, quand on vit aux États-Unis, on se rend compte de la différence culturelle qu'il y a avec la France. Et je dirais même plus largement avec les pays avec des racines latines. Nous sommes des peuples avec un sang plus chaud. Nous sommes un peuple qui n'accepte pas l'hypocrisie. Nous sommes un peuple qui, lorsqu'il a envie de dire les choses, il les dit, il agit. Contrairement à la culture anglo-saxonne, qui est une culture un peu plus hypocrite, un peu plus modérée, voire même trop, parfois. C'est une population qui vit dans une peur constante, alors que dans les pays d'origine latine, on a quand même un tempérament un peu plus combatif. Et ça, ce sont des éléments qui, alors, ne sont pas forcément très évidents en apparence. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la culture américaine, l'apparence est très importante. Mais quand on commence à creuser un petit peu le sujet, quand on commence à fouiller un petit peu, faire du comparatif, eh bien on se rend compte que, malheureusement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu évidemment un accent très prononcé à exporter la culture américaine. Ce que un auteur, Couche-Tard, je crois, disait que ça a été la culture du plaisir, la culture du loisir. Et force est de constater qu'en effet, une Europe qui est en ruine à cause d'une Seconde Guerre mondiale, eh bien, quand les Américains amènent du divertissement, amènent du loisir, forcément, ça aide considérablement à mieux supporter les périodes d'après-guerre, plus particulièrement les périodes de reconstruction. Et de ce fait, on a emprunté de façon différente, suivant les pays, ces outils, ces produits américains. Force est de constater que, même si ces produits américains ont plus ou moins été emballés par la jeunesse de l'époque, cette jeunesse, au fil du temps, ça a évolué et elle s'est retrouvée aussi dans des valeurs et dans des traditions plus françaises. Je donne juste un exemple tout à fait flagrant. Nous sommes nombreux à avoir été adolescents. J'ai eu cette chance, à un moment donné, d'être adolescent dans les années 80. La décennie où sont arrivés les fameux produits américains, les fameux hamburgers, même s'il en existait quelques-uns dans les années 70, mais McDonald's débarque en France. McDonald's, Burger King, etc. Évidemment, pour nous les jeunes, à l'époque, c'était du pain béni parce que c'était le moyen de se nourrir à moindre coût. Sauf qu'en grandissant, nous acquérons une certaine maturité et nous commençons à nous orienter vers des choses plus goûtues. Nous commençons à prendre le véritable plaisir et pas le plaisir artificiel. Le véritable plaisir, c'est un bon restaurant, voire même un restaurant gastronomique, c'est un bon vin. Et petit à petit, nous nous éloignons de cette nourriture qu'on appelle la malbouffe. Alors, si en effet, les gens de ma génération, nous ne daignons pas de temps en temps à aller nous acheter quelques hamburgers ou Big Mac et compagnie, on n'en reste pas moins beaucoup plus attiré par ce qui agite nos papilles, agite nos saveurs. Est-ce que c'est le cas malheureusement des jeunes générations d'aujourd'hui ?
force est de constater que la situation va s'aggraver parce que, évidemment, aller au restaurant, ça coûte cher. Et vu que actuellement nous sommes en face d'une époque où le problème des rémunérations, des salaires, bref, des revenus est un problème majeur, force est de constater que cette jeunesse, elle va peut-être rester à manger de la malbouffe. Et peut-être que d'ici quelques décennies, la France sera confrontée au même problème ici qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que de décennie en décennie, malheureusement, la génétique en a pris un coup. Et ça, je peux vous dire que quand je suis arrivé aux États-Unis, ça ne m'avait pas été très flagrant quand j'étais venu en 1990, mais là, c'est vraiment flagrant. C'est qu'il y a un sérieux problème de santé. Alors vous allez me dire, oula, ça dérive. Mais non, ça dérive pas. Parce que vous allez voir que les problèmes de santé dus à la malbouffe, on le retrouve en grande majorité chez les Afro-Américains. Donc, comme quoi, malheureusement, la question de culture, parfois, peut apporter une réponse à un problème beaucoup plus sévère, beaucoup plus grave de santé publique. Et c'est malheureusement un problème qu'on va voir aussi en France. Parce qu'en France, si en effet, les problèmes d'obésité ne se croisent qu'en effet chez des Blancs, je suis persuadé que de plus en plus on va se rendre compte que les problèmes de santé, d'obésité, de diabète vont se rencontrer de plus en plus dans des populations de la diversité et plus particulièrement des personnes de couleur. Parce qu'elles aussi, en France, malheureusement comme aux États-Unis, ce sont des populations qui sont le plus souvent dans des classes sociales en difficulté, petite classe moyenne, comme dirait l'autre, et que par conséquent, un sou est un sou, et qu'on essaie de se nourrir au mieux de nos capacités financières, et que, évidemment, les fast-foods sont une solution qui ne se résume pas à un usage une fois par semaine, mais au moins plusieurs fois par semaine. Mais j'ai envie de dire, lorsqu'une société de consommation laisse des individus dans cette perspective, que tôt ou tard, ils vont avoir des problèmes de santé. Et j'ai envie de dire, le fait de laisser des personnes à diversité manger de la malbouffe, est-ce que ce ne serait pas raciste? Tout ça pour revenir à la diversité, tout dépend de comment les sociétés fonctionnent. Et surtout, sur quelle base culturelle, sur quelle racine elles fonctionnent. D'où la raison pour laquelle, lorsque en France, on avait cet avantage, à un moment donné, certes, pour les arrivants, c'était particulier, c'était difficile, mais avec le temps, la culture s'est assagie. Avec le temps, nous avons pris de la maturité, et avec le temps, nous acceptons cette diversité par nature. Mais le problème, c'est que la société française accepte la diversité à la mesure et à la hauteur de sa place dans la société. Là, je parle de proportion. Or, quand les médias, quand le cinéma, la télévision, parfois même la culture, empruntent des modèles structurels d'imposition de la diversité en France, là, force est de constater que ça pose des problèmes. Ça pose d'autant plus des problèmes quand ceux qui utilisent cette culture pour rentrer dans le moule, mais au final ne sont pas du tout à l'image de ce qu'ils prétendent vouloir défendre. Je pense par exemple à Libération, qui fait souvent des articles pour promouvoir la diversité, pour même critiquer ceux qui ne font pas la promotion de la diversité, et qu'on se rend compte que la rédaction tout entière de ce journal, il n'y a quasiment aucune représentation de la diversité. Ce ne sont que des blancs. Pareil à la télévision. La télévision américaine, elle joue le rôle de la diversité. Or, la télévision française, force est de constater que il est très difficile aujourd'hui de trouver des gens issus de la diversité.
Il y en a eu quelques-uns. Mais en proportion, ceux qu'on considère comme étant les stars de la télé, allaient me chercher une star de la télé qui aujourd'hui fait partie de la diversité. Je dirais même pire. Même quand une diversité s'expose, est exposée, reconnue, professionnelle, mais parce que par des choix personnels, elle décide d'aller dans des endroits qui ne correspondent pas du tout à cette hégémonie, à cette appropriation de la diversité, ou tout du moins de l'usage de la diversité par des institutions bien pensantes. Il est évident que quand vous avez une Christine Kelly, qui est une personne de couleur, qui décide de travailler pour une chaîne qui s'appelle CNews, là évidemment, ça bug. Ça bug parce que c'est plus du tout dans le modèle de ce que l'on veut importer des États-Unis. Dans cette volonté de faire qu'une personne de couleur ne peut pas œuvrer dans une chaîne d'extrême droite. Et inversement des personnalités de la diversité, plus particulièrement maghrébines, qu'on instrumentalise, qu'on expose, qu'on met en avant, alors qu'au bout d'un moment, on se rend compte que ces personnes, la célébrité, ça leur monte à la tête, si bien qu'à un moment donné, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont petit talent, petit, mais qu'ils ne font rien pour avoir un vrai talent. Sophia Aram, par exemple, souvenez-vous, qu'on avait mis à la tête d'une émission qui était une pâle copie d'une émission talk-show américaine, sur la chaîne publique. Échec total. Échec total, je dirais même au bout de quelques émissions. Mais non, on a maintenu l'émission. On a essayé de changer 2-3 trucs, etc. Parce que personne n'avait les couilles à un moment donné de dire non, stop, on arrête. Pourquoi ? Parce que c'était Sophia Aram. Parce que c'était une présentatrice issue de la diversité. Et c'est malheureusement ce qui se passe très souvent. C'est quand on utilise des personnalités, quand on utilise des personnes issues de la diversité, quand ils font une offre, mais que cette offre ne prend pas, que cette offre n'a pas d'audience, que c'est un échec commercial, eh bien non, on va le maintenir, on va le soutenir. On va le soutenir parce que, évidemment, derrière, il y a tous les milieux culturels, les milieux politiques, qui, à un moment donné, n'osent pas considérer l'égalité de considération des uns et des autres. Et le danger de cette imposition de la diversité en France, c'est qu'à un moment donné, cette diversité, on va la glorifier, on va la sanctuariser. C'est bien qu'on va finir par imposer des gens qui ne sont pas bons, des gens incompétents. Et on risque de se retrouver là par contre, en effet, avec un problème qui est intrinsèque à la société américaine. Ce problème, c'est celui du quota. Le quota, il s'applique dans les entreprises américaines. C'est-à-dire que les entreprises américaines ont une obligation d'avoir un pourcentage de leur personnel issu de la diversité. En l'occurrence, plus spécifiquement aux États-Unis, des Afro-Américains. Sauf que le problème, c'est qu'au fil des décennies, ça a généré un problème de taille. C'est-à-dire que pour un employé afro-américain, l'entreprise, si elle considère qu'un blanc, qu'un hispanique, qu'un asiatique, qu'un indien est un incompétent, eh bien l'entreprise va le virer. Ce qui n'est pas le cas de l'afro-américain. Si l'afro-américain est incompétent, eh bien l'entreprise ne fera rien. Elle attendra. Elle attendra que cet afro-américain commette le pire pour que ça soit indiscutable et ainsi se protéger au cas où le jour où l'entreprise décide enfin de virer l'afro-américain pour son incompétence. Eh bien cet afro-américain, s'il décide de vouloir porter plainte contre l'entreprise parce qu'il a été viré parce qu'il est noir,
donc raciste, eh bien l'entreprise, elle, pourra avoir suffisamment d'éléments pour, devant un tribunal, dire non, elle n'a pas été virée parce qu'elle est noire, mais elle a été virée parce que elle n'est pas bonne. Parce qu'elle nous a fait perdre de l'argent, parce qu'elle n'a pas fait, elle a fait que des conneries, parce que c'est un branleur, parce qu'il ne fout rien, parce qu'il s'est foutu de notre gueule pendant trop longtemps. Et bien même quand les entreprises ont des éléments à charge, il n'est pas rare que quand l'Afro-Américain porte plainte contre l'entreprise, il y ait une négociation de telle manière à ce que l'Afro-Américain bénéficie d'une prime en guise de dédommagement, malheureusement. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans certaines contrées, eh bien l'Afro-Américain voit ses relations avec les autres s'altérer. S'altérer, pourquoi? Parce que le principe du quota a tout simplement créé une injustice. Une injustice de considération d'égalité des personnes selon leurs origines. Eh bien malheureusement en France, c'est déjà le cas. Même si ce n'est pas institutionnalisé, même s'il n'y a pas de loi qui impose des quotas, c'est tout comme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on incite des entreprises, des collectivités locales, négocient, font des dessous de table pour avoir des entreprises, pour pouvoir générer des emplois, et que parmi ces emplois, eh bien, ils vont réussir à intégrer, obliger les entreprises à prendre un certain nombre de gens issus de la diversité. Et quand je dis prendre des gens de la diversité, au-delà des considérations de compétences, de savoir-faire, de connaissances. Alors attention, je ne dis pas que les gens issus de la diversité sont tous des nuls. Il y a des gens qui sont des perles, comme toute chose. Vous avez des gens français issus de l'immigration maghrébine, noire africaine, qui sont parfois même plus compétents qu'un blanc. Ça, il y a rien. Mais, encore une fois, si il y a une forme d'élitisme en France où la diversité a de très grandes difficultés à accéder, c'est peut-être parce que justement, la société veut privilégier la diversité dans des accès à l'échelle sociale, que l'élite n'a pas envie de se retrouver avec des gens qu'on les oblige à prendre, mais qui en réalité vont être des nuls. Regardez aujourd'hui, combien d'écoles, combien d'institutions ont mis en place des structures, mis en place des systèmes pour faciliter l'accès à la diversité. C'est-à-dire faire en sorte de permettre à des jeunes issus de la diversité, qu'ils soient étrangers ou français, d'avoir plus de facilité à accéder à des sanctuaires qui étaient considérés des sanctuaires uniquement pour blancs. Rien que le fait de faire ça, eh bien à un moment donné, ça veut dire qu'on autorise le fait de permettre à des gens issus de la diversité d'avoir plus de facilité d'accéder là où il y a des contraintes que l'on va garder et conserver pour les blancs. On crée une injustice. C'est-à-dire qu'on va prendre le risque, finalement, de prendre un jeune issu de la diversité afro ou maghrébin au détriment d'un blanc qui, lui, a le bagage pour accéder à cette institution, pour accéder à cette formation. Là encore, oubliez les comparaisons avec les États-Unis, parce que les États-Unis, là, c'est complètement différent, puisque pour accéder aux hautes études, c'est pas la sélection qui fait... Enfin, il y a quand même une sélection sur certains secteurs, c'est évident, mais c'est surtout le pognon. Parce qu'aux États-Unis, si vous avez un jeune issu de la classe moyenne, qui est un crack, qui a de très bonnes notes, par exemple en sciences, eh bien, il sera plus difficile pour lui d'intégrer une grande école, une grande université de sciences, qu'un jeune Afro-Américain qui bénéficiera d'une bourse, qui bénéficiera d'appui, parce qu'il sera finalement non pas un élève
promis une grande carrière de scientifique parce que de toute façon, ses résultats sont plus ou moins médiocres, mais parce qu'il devient un produit. Il devient un produit, il devient un symbole. Mais d'un autre point de vue, il devient aussi un symptôme. Et ça, malheureusement, si à un moment donné, on ne remet pas un petit peu les choses au clair, si on ne met pas simplement une stabilité, une régularisation d'un système qui permet d'établir qui a le droit et qui n'a pas le droit, qui peut aller, qui ne peut pas aller, etc., en prenant aucune considération sur l'origine, et là d'ailleurs la France est peut-être le pays qui impose ce principe, eh bien il y a un moment donné où malheureusement les progressistes qui veulent absolument vendre la diversité, qui veulent l'imposer, eh bien ne font peut-être que faire plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien, je dirais, à leur propre communauté, ou à ces communautés. Parce qu'à un moment donné, avec le temps, ces communautés auront peut-être des facilités. Des facilités parce que justement, il y a des organismes, des fondations, des associations qui vont les aider, non pas à s'intégrer, mais à s'imposer dans les institutions, dans le système, dans une école, dans une entreprise, dans une collectivité, sans prendre en considération le talent, la compétence, l'expérience. Je pense que ce que je viens de vous dire là, ça vous rappelle certainement cette personne que vous avez sans doute connue, qui était une personne au demeurant sympathique, mais qui professionnellement, qui au niveau des compétences, était un véritable boulet. Mais on n'osait rien dire. Personne, à un moment donné, ne l'a pris entre quatre yeux pour dire attention, ce que tu fais, c'est de la merde. Si tu as besoin qu'on t'aide, si tu as besoin qu'on te forme, n'hésite pas, dis-le. Tous tes collègues sont prêts à t'aider pour t'améliorer. Mais ne continue pas à prendre les gens pour des cons, sous prétexte parce que tu es black, sous prétexte parce que tu es rebeu, sous prétexte parce que tu appartiens à une communauté, et que tu te crois protégé d'un parapluie contre toute critique, contre toute velléité, contre toute jalousie. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est complètement occulté. Parce que, en réalité, nous sommes tous humains. Et en tant qu'êtres humains, nous avons tous cette conscience, à un moment donné, d'être sujets à des sentiments. Alors certains refoulent ces sentiments parce qu'ils ne veulent pas être accusés d'être ceci ou cela. Mais d'autres, à un moment donné, vont dire pourquoi. Pourquoi je devrais refouler mon sentiment de considérer cette personne qui fout la merde, qui met le bordel, qui est incompétente? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de le dire? Soit peut-être parce que cette personne a cette différence, parce que cette personne est caractérisée de par la couleur de peau, son origine, son orientation sexuelle. Faire partie d'une diversité protégée. Protégée au mépris de tout sens logique, au mépris de tout bon sens, de ne pas juger la personne pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle est. En tant que personne, en tant que caractère, en tant que personnalité, en tant que quelqu'un de productif, professionnel, d'éthique. Bien tout ça, c'est balayé. C'est balayé pourquoi? Parce que si vous êtes critique, alors vous êtes raciste, vous êtes antisémite, vous êtes homophobe, vous êtes genrophobe, transophobe. Non. Et ça, malheureusement, en France, c'est quelque chose qu'ils espèrent réussir à vous imposer. Le silence, l'hypocrisie, l'acceptation, la soumission.
parce qu'il vous impose la peur. Mais comme je vous l'ai dit, si dans la culture anglo-saxonne, c'est quelque chose qui peut fonctionner, dans une culture latine, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que, à un moment donné, ce sera la fierté même de ce que nous considérons être dans notre pays, de notre tradition, de notre culture, de nos valeurs, de nos principes. Qui plus est pour la France, les principes républicains. Ces principes qui imposent que tout individu, que tout citoyen, quel qu'il soit, naît libre et égaux en droit. Alors certains diront que oui, c'est un petit peu vague, que c'est utopique. Oui, peut-être. Mais dans ce cas-là, la prochaine fois, vous aurez une personne qui vous dira que la République se doit d'accepter ses enfants tels qu'ils sont, par valeur, par sentiment, par importance de ce que les droits de l'homme nous imposent. Eh bien, vous leur direz, eh bien, dans ce cas-là, j'exige que vous ayez les mêmes considérations, que vous me légitimiez les mêmes droits que ceux que vous considérez que nous devons respecter. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de méditer sur la question. Et d'ici qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.